Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Dans l'actualité ce jour, l'ouverture officielle du Salon national du livre ce jeudi à l'Infosex était en présence du ministre de la Culture Ange Nkwe. À suivre dans ce 13h, l'ambiance de ce jeudi au CEG Saint-Rita, lieu retenu dans le littoral pour l'opération de distribution des attestations de succès au baccalauréat session 2017. Et puis sur le continent africain, le Burkina Faso se rappelle Thomas Sankara 30 ans après l'assassinat. L'événement aura lieu ce dimanche. Des précisions sont assurées dans ce journal. À nouveau, bonjour. C'est dans l'univers des livres que nous ouvrons ce journal. Le ministre Ange Nkwe, je vous l'annonçais au sommaire, a ouvert officiellement le Salon national du livre ce jeudi. Les activités de ce salon se tiennent du 12 au 14 octobre 2017 à l'Infosex de Cotonou. Roland Torinques pour les précisions. C'est en présence de l'ambassadeur de la République populaire de Chine près le Bénin que le ministre du Tourisme et de la Culture a procédé à l'ouverture du Salon national du livre ce jeudi à l'Infosex. Acteurs de la chaîne du livre et apprenants ont tous répondu présents à l'appel du directeur des arts et du livre, Léon Zoha. Cette rencontre marchande autour du livre est une occasion pour faire communier les passionnés et les visiteurs de l'économie du livre. Il est ici question de repenser autrement l'industrie du livre. À ce titre, ce défi convoque tant le dynamisme des auteurs et que des autres acteurs du livre, à savoir les maisons d'édition, les distributeurs et les libraires. Prévu pour se tenir du 12 au 14 octobre 2017, ce Salon national du livre qui s'ouvre sur le thème « Le livre vecteur de développement » entend enrichir tous les regards sur le livre qui reste la pierre angulaire de toute dynamique de développement. Denis Avimadjessi, représentant des acteurs de la chaîne du livre, tout en se réjouissant pour l'initiative, fait des doléances. Je pense qu'il n'est pas trop tard. Je compte sur vous pour que un recensement et un cadre de concertation des acteurs de la chaîne du livre existent et dialoguent fraternellement avec vous pour que vive la littérature. Le Salon national du livre s'inscrit dans la dynamique de redorer le blason de notre jardin quartier latin. Cette initiative permet aussi de susciter la curiosité des enfants et des citoyens en général tout en contribuant à révéler les talents. Et c'est donc pour cette raison que Tensi SA n'a pas hésité un seul instant dans l'accompagnement de cette noble initiative. Notre attachement à ces valeurs étant total, nous avons estimé qu'il est important que chacun de nous contribue au changement qualitatif dans notre environnement. Et c'est ce que nous essayons de faire. J'invite par la même occasion chacun d'entre nous à s'engager et à servir différemment notre communauté. Pour rappel, le Bénin a organisé pour la première fois en octobre 2008 une manifestation d'envergure appelée Salon international du livre et de la lecture de Cotonou, SILCO. Cette initiative n'avait pas comblé tous les espoirs. Tant de défis nous attendent, nous en avons conscience. Ne nous voilons pas la face. Sur le marché mondial du livre et de la promotion de la lecture publique, le Bénin est sérieusement en retard. Le Salon national du livre offre l'occasion de se réjouir de la diversité de notre production éditoriale et de constater sa grande vitalité. C'est aussi un moment d'analyse et de réflexion sur ce secteur qui participe majoritairement à la construction de l'intellect. Nous devons aujourd'hui franchir une étape supplémentaire pour donner à la filière du livre les moyens de son indépendance et de son exigence. En autorisant l'édition du présent salon, le gouvernement entend donner plus de visibilité au monde du livre. Durant ces 3 jours, des conférences débats, des animations et des expositions sont prévues pour mettre en valeur le livre. Le présent salon servira également de tremplin à un salon de dimension internationale, le Salon international du livre de Cotonou, qui se tiendra l'année prochaine. Restons toujours à Cotonou et faisons maintenant un tour au collège d'enseignement général de Saint-Rita. Le constat est unanime. On y note une affluence monstre. Cette foule est constituée de jeunes gens qui n'ont qu'un seul objectif commun, retirer leur attestation de succès au baccalauréat 2017, puisque la direction de l'Office du baccalauréat a lancé du lundi 9 au vendredi 12 la phase de distribution des attestations. Reportage Aristide Setti.
Il y a encore quelques mois, ces jeunes-ci veillaient pour apprendre leurs leçons et faire des exercices en vue de réussir au baccalauréat 2017. Les voilà admis, mais incapables d'entrer facilement en possession de leurs attestations de succès. Franchement, ça ne va pas. Ça ne va pas, ça ne va pas. Et pour cause, la mauvaise organisation de l'équipe de la direction de l'Office du baccalauréat installée au CEG Saint-Irita de Cotonou. Nous avons beaucoup de problèmes pour retirer la quittance. Et nous avons beaucoup de difficultés, on souffre. On est dedans, il y a le soleil qui nous tape. Vraiment, ça ne se passe pas de la joie. Hein. Il n'y a pas du tout de la joie ici. On est trop nombreux, puis pas trouver des solutions qui pourront nous aider. C'est pas normal. Depuis là, on est ici. Il y a des gens qui sont même ici depuis 7 heures. Jusqu'à présent, ils n'ont pas encore pris ça. C'est pas normal, c'est pas bon. Il faut chercher des solutions qui pourront nous aider. Nous sommes sous soleil. Vous-même, vous avez vu que nous sommes sous soleil. Mais il faut changer autrement. Oubliés dans les rangs depuis 48 heures pour les uns et 72 heures pour d'autres, ces jeunes bacheliers ne sont pas confrontés qu'aux rayons de soleil et plus éventuels. Ils les subissent des humiliations, brimades et autres sévices de la part des agents de sécurité présents sur les lieux. Les forces de l'ordre qui sont sur le terrain aussi, au lieu de dialoguer avec leurs confrères pour que leurs confrères comprennent bien ce qui se passe, eux aussi, ils sont là à nous taper. Ils nous tapent, ça, ils ont tapé. S'ils veulent mettre de l'ordre, ce n'est pas de cette manière qu'il faut mettre de l'ordre. Et les policiers nous frappent encore. Nous sommes devenus des esclaves. Conscients du calvaire que vivent les jeunes bacheliers, les responsables rassurent du bon déroulement de la distribution des attestations du baccalauréat session 2017. Les élèves se sont déplacés pour retirer leur attestation. Actuellement, si vous constatez, vous allez trouver un bon nombre d'élèves sur la cour. Ils sont exposés au soleil. C'est pourquoi nous avions mis une bâche pour pouvoir éviter le soleil. Donc ça se passe bien, il n'y a aucun incident majeur sur le terrain. Même si les bâches prévues pour abriter les jeunes bacheliers n'ont pas pu tous les contenir, l'essentiel ici est qu'ils puissent tous retirer leurs attestations. Et là, on remonte maintenant en début de semaine, séance plénière au Parlement ce mardi 10 octobre 2017. Au menu de cette plénière, le vote de l'autorisation de ratification de l'accord de prêt pour la deuxième phase du projet de protection de la côte à l'est de Cotonou. C'est le ministre des Finances, Romuald Wadaï, qui a représenté le gouvernement. La Commission des Finances et Échanges a présenté son rapport qui montre l'intérêt pour le Bénin d'autoriser cette ratification. Quelques députés se sont prêtés aux questions de Amen Didier Rompenouji et Romaric Devoshi. Monsieur le Président, je voulais savoir, le Président de la Commission également, à quand la fin de cette affaire des épis qu'on implante chaque année, ça va finir quand? À y voir des milliards qu'on met là depuis des années. Depuis des années. Cette affaire de protection de menaces, c'est depuis que nous sommes étudiants qu'on en parle. Ça va finir quand? Les milliards qu'on met là. C'est la mer qui arrête les hommes. Les hommes n'arrêtent pas la mer. Il vaut mieux, comme certains l'avaient déjà pensé, carrément une nouvelle ville administrative. En Côte d'Ivoire, ils ont refusé la construction de les constructions vers les lagunes. Tout le monde est allé sur le plateau. Mais pourquoi ici ne pas envoyer la population sur le plateau? Les conséquences, là où on va arracher les roches, est-ce que quelqu'un se soucie des conséquences? Il y a un vrai problème de coordination des politiques de lutte contre l'érosion côtière entre le Bénin et le Togo. Et pour cela, je voudrais donc demander au gouvernement de bien vouloir nous exposer, nous expliquer quelles relations les deux pays entretiennent en matière de lutte contre l'érosion côtière, sachant que nous connaissons les mêmes problèmes. Et chaque fois, les techniciens se plaignent des conséquences des mesures prises au Togo sur le Bénin. Et cela nous inquiète. Et cela veut dire que les 145 milliards
d'autorisation de ratification, enfin, que nous allons autoriser ici, vont être investis sans aucune garantie, je dirais, de durabilité. Et c'est ça qui nous inquiète. Est-ce qu'il ne faudrait pas prendre notre courage à deux mains, en tant qu'État, en tant que gouvernement, pour envisager la construction véritable d'une nouvelle, je dirais, ville. Permettez que je le dise, je ne veux pas parler d'une nouvelle capitale, mais d'une nouvelle ville un peu plus éloignée de la zone côtière. Je pense à partir de Akasato, Alada, en direction de Boïkon et plus, il y a suffisamment de terre, suffisamment d'espace pour que nous commencions par délocaliser un certain nombre d'activités vers l'intérieur du pays. Est-ce qu'en réglant cela par morceaux, on ne crée pas, on n'augmente pas les désagréments des autres parties qui doivent être traitées? Lorsqu'on aura réglé Avlekete et Djegbadji, je ne sais pas si cela ne doit pas avoir d'influence sur Grand Popo, surtout que l'on sait qu'au Togo, les travaux qui sont en train d'être exécutés sont en train de renvoyer l'eau vers Grand Popo. Au chapitre éducation sexuelle, nous abordons un sujet tabou. Un tour dans les pharmacies et autres lieux de vente et nous constatons qu'en dehors des autres articles, il s'offre à nous une gamme variée de préservatifs. Alors, existe-t-il des critères qui définissent le choix d'un préservatif? Sinon, y a-t-il autre mobile en dehors de ceux connus qui expliquent le choix d'un préservatif? Voici ce qu'en disent les spécialistes. La taille, l'épaisseur, les formes de relief, la matière et la date de péremption. Plusieurs éléments devraient intervenir dans le choix des préservatifs. Mais il est à remarquer que les clients ne se préoccupent pas de ces détails avant tout achat de condoms. Moi, je dis seulement, je vais acheter le préservatif. On me sert et je mets mon truc dans ma poche et je pars. Parce que quand je porte, ça me va. Bon, et aussi, vous savez, on achète ça discrètement. Quels sont les réflexes et les critères qui doivent guider un client dans le choix d'un préservatif? Je recommande à tout un chacun, quand il veut prendre des préservatifs, de bien vérifier la date de péremption, parce que c'est également un gage de sécurité. À poser sur l'emballage une mention EC et REP. En fait, le EC, c'est une norme de l'Union européenne. Ce préservatif a subi donc des tests de qualité et de sécurité. Ici, ils ont mis catégorie fin au niveau de l'épaisseur du latex. Donc c'est fin et ça a une surface lisse, d'accord. Et puis également au niveau de la largeur nominale, c'est 53 mm. Il y a les préservatifs extra lubrifiés qui sont indiqués chez un couple par exemple dont la femme souffre d'une irritation ou de sécheresse vaginale. Il y a des préservatifs que nous appelons préservatifs à effet retardant qui contiennent un produit anesthésiant et qui diminue l'excès de sensibilité, ce qui fait que vous avez une érection qui est permanente, qui peut améliorer la durée au cours de l'acte sexuel. Maintenant, pour les couples qui veulent beaucoup plus de sensations, qui sont déjà expérimentés, qui veulent essayer beaucoup d'autres gammes, il y a les préservatifs texturés qui comprennent des micro-perles spécialement positionnées à la surface du préservatif. Quelles sont les conséquences liées à un choix hasardeux de son condom? Si par exemple le client prend donc un préservatif de taille non adaptée, il peut y avoir donc des risques de déchirure, par exemple. Des risques de déchirure qui peuvent augmenter en fait les risques d'infection sexuellement transmissible et puis même un risque de grossesse non désirée. Donc on peut avoir certaines personnes, après le port d'un préservatif, peut développer des allergies comme par exemple des irritations, d'accord, au niveau de l'appareil. Ça peut se traduire également par des urticaires, d'accord, qui apparaissent. Ou bien on peut avoir également un déclenchement d'un asthme. Ou bien ça peut aller très très loin et même jusqu'à aboutir à un choc anaphylactique. Il y a des préservatifs qui contiennent du latex hypoprotéiné.
Donc, on a diminué la quantité, la dose de latex, ou soit carrément on remplace ça par une matière qu'on appelle la polyuréthane. Et cette matière permet à la personne de s'adapter par rapport à ça, pour éviter ces irritations ou bien ces allergies dues au latex. Un préservatif encore dans un emballage neuf peut bien être détérioré s'il n'est gardé dans un endroit aéré et à l'abri du soleil. Il est donc recommandé de se les procurer dans les lieux qui leur garantissent de meilleures conditions de conservation. Ouvrons maintenant l'actualité sur le continent africain. Le Burkina Faso rend hommage ce dimanche à Thomas Sankara, assassiné il y a 30 ans, chantre de l'anti-impérialisme, figure tutélaire du printemps burkinabé. L'ancien président est devenu au fil du temps un mythe panafricain. Reportage. Dans les rues de Ouagadougou, l'icône de la révolution burkinabé est omniprésente. Assassiné il y a 30 ans, Thomas Sankara, le Che Guevara africain, fascine autant par son destin romantique que le mystère qui pèse encore sur sa disparition. Aujourd'hui, on peut dire que cet engouement autour de l'homme, autour du fait qu'on l'idéalise entre griffes, est, à mon sens, uniquement tenu par ce souci de vivre dans une société plus juste. Arrivé au pouvoir par un coup d'État en 1983, à seulement 33 ans, Thomas Sankara a bousculé la scène postcoloniale en débaptisant son pays appelé Haute-Volta pour le renommer Burkina Faso, le pays des hommes intègres. À la tête d'un comité national de la Révolution, Thomas Sankara gouvernait en treillis et pistolet à la ceinture et se déplaçait avec une simple petite voiture. C'était dur pour certains, on va dire les nantis, les richards à l'époque. Ils avaient l'impression que la révolution était venue pour certains pour leur retirer leur avantage. Mais pour, on va dire, le Burkinabé moyen, nous, on était vraiment contents. Assassiné par un commando en 1987, c'est son compagnon d'armes, Blaise Compaoré, qui prendra la tête du nouveau régime pour les 27 années suivantes, rendant impossible toute investigation sur la mort de Sankara. Mais la chute de Blaise Compaoré en 2015, à la faveur d'un soulèvement populaire, a permis de relancer une enquête judiciaire, tout comme les commémorations en hommage aux révolutionnaires. Honorons Thomas Sankara, et pas seulement à travers les monuments et les références historiques, mais aussi lors de manifestations de tous les citoyens du Burkina Faso. Osez faire le bien et osez être des citoyens exemplaires de votre pays, parce que vous avez le pouvoir de changer les choses. 30 ans après, Thomas Sankara reste davantage célébré pour son courage et ses idées que pour son bilan au pouvoir. Mais de nombreux activistes de la société civile du Sénégal à la République démocratique du Congo se réclament de son héritage politique pour contester les régimes en place. En image maintenant, les deux favoris de la présidentielle au Libéria, le sénateur George Weah, légende du football africain, et le vice-président sortant, Joseph Boakai, étaient en tête des résultats partiels provisoires annoncés jeudi par la Commission électorale nationale, entendez NEC. Ces résultats, les premiers depuis le vote mardi pour désigner le successeur d'Ellen Johnson-Sirleaf, première femme élue chef d'État en Afrique, ne permettait pas encore de déterminer si un second tour serait nécessaire, a souligné lors d'une conférence de presse le président de la Commission électorale libérienne, Jérôme Kourkouya. Nous poursuivons ce journal, mesdames, messieurs, et nous nous rendons maintenant aux États-Unis. Toujours en images, les États-Unis ont annoncé jeudi leur retrait de l'UNESCO en pleine élection de son dirigeant, l'accusant d'être anti-israélienne au moment où l'institution, en perte de vitesse et à la recherche d'un second souffle, s'apprête à élire son nouveau directeur général. L'actuelle directrice générale de l'UNESCO, la Bulgare Irina Bokova, a dit regretter profondément cette décision, à ses yeux, préjudiciable au multilatéralisme. En Thaïlande maintenant, des moines ont mené des cérémonies à travers toute la Thaïlande pour marquer le premier anniversaire de la mort du roi Bhumibol Adulyadej.
Et c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi sur Eden TV. Prenez du plaisir à nous suivre.